Quel bonheur d'être à vous en ce début de semaine, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous. Déjà la deuxième semaine du mois, oui, le mois de février, mois par excellence de l'amour. Pour certains, bien sûr, et pour moi également, on démarre le grand rendez-vous tout en couleur et en beauté avec la météo. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et oui, le grand rendez-vous démarre. Et nous aurons sur ce grand rendez-vous, le grand rendez-vous de ce soir, 4 différents experts de différents domaines. Agriculture, un expert en marché public, un expert en environnement et un expert du CNSR pour aborder un certain nombre de sujets. Et en détail, retenez que Monde Agricole, avec son expert Rodrigue Agbangla, on va parler des bananes en plantain. Et oui, défis et perspectives. Vous aurez les détails avec Estelle Pazou et Rodrigue Agbangla, qui est un producteur de bananes. L'expert en marché public, Patrick Dadi, va nous parler de l'attribution des marchés publics, comment assurer la transparence des procédures. Nature et bien-être, l'expert, c'est Bertin Bossou. Il est chef service de la gestion des pollutions et nuisances. Avec lui, on va parler des eaux usées, quel impact sur l'environnement. Prenez donc le rendez-vous avec Amandine Aniambossou tout à l'heure. Et le dernier plateau sera consacré à Autant Savoir. Agnat Bello va recevoir Eric Deyonvi. Il est un expert envoyé par le Centre national de sécurité routière pour nous parler des transports inter-États, les actions et observations du CNSR. Voilà, mesdames et messieurs, le menu du grand rendez-vous de ce soir. On entre tout de suite en liaison avec la rédaction de BB24, précisément avec la charmante Nadège Sani. Nadège, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer une nouvelle semaine, un nouveau départ. Tout à fait, et un nouveau départ en rose. Est-ce que ce sont les couleurs, comme je l'annonçais tantôt, les couleurs de l'amour qui s'affichent déjà à votre niveau? Vous êtes en rose quand même. Vous l'avez très bien compris, heureuse. Ah bon? Donc, on va se retrouver, ce qui est sûr, le 14 prochain pour parler de l'amour. Alors, en attendant cela, mesdames et messieurs, Nadège Sani va nous dérouler le menu du 1945. Merci à vous, heureuse d'annoncer un nouveau départ aussi pour les diplômés de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Les récipiendaires ont reçu le parchemin vendredi dernier au cours de la cérémonie de clôture des 40 ans d'existence de l'école. On fera aussi plein feu dans cette édition sur les photographes ambulants, ceux qui vous prennent en photo sans votre autorisation lors des cérémonies et vous obligent ensuite à payer à
avant le retrait de la copie. Pourtant, le droit à l'image existe. Que disent les tests? Plus de détails dans cette édition. Et puis, le 16 février 2018 marque le début du Nouvel An chinois en avant-première. Une compétition de tennis de table. Vous aurez à 19h45 plus de détails sur ce menu. Voilà donc, Heureuse, le résumé du journal à 19h45. Merci donc à vous, Nadège Sani. On se retrouve donc à 19h45, mesdames et messieurs, pour le journal. Nadège Sani, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Heureuse Danonde. Alors, mesdames et messieurs, nous allons installer le premier plateau de votre grand rendez-vous ce soir, Monde agricole. Et nous allons suivre cet élément réalisé par Koudous Abdoulaye sur les bananes plantains pour planter le décor de notre rubrique Monde agricole. Du plantain, l'autre forme de banane qui se caractérise par sa grosseur. Les revendeuses s'approvisionnent dans différents marchés primaires et revendent le produit sur le marché de consommation. Fruit tropical, le plantain est consommé cru, parfois frit et souvent associé à certains mets. Le plantain est très prisé et attire plus d'un dans les restaurants et autres lieux de vente de nourriture. C'est un mets béninois que j'apprécie beaucoup. Donc je passe le temps de la haute ici, prendre un kéké, un petit repas léger pour pouvoir continuer le travail dans l'après-midi. Quand je prends ça, je me sens à l'aise. Beaucoup adorent à loco. D'autres, quand ils ne trouvent pas à loco, ils ne mangent pas. Féculent largement consommé pour son goût, le plantain permet à la revendeuse de réaliser de bonnes recettes. Bénéfice, nous sommes en train, nous sommes dedans comme ça. 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 À peu près, bénéfice par jour, sur les plantains. Par jour, je gagne 3 000, 2 500 jusqu'à 5 000 pour supporter mes enfants et ma famille. S'investir intensément dans la culture des plantains au Bénin, entre autres opportunités à saisir par la jeunesse. Du plantain, l'autre forme de banane qui se caractérise par sa grosseur. Les revendeuses s'approvisionnent dans différents marchés primaires et revendent le produit sur le marché de consommation. Fruit tropical, le plantain est consommé cru, parfois frit et souvent associé à certains mets. Le plantain est très prisé et attire plus d'un dans les restaurants et autres lieux de vente de nourriture. C'est un mets béninois que j'apprécie beaucoup. Donc je passe le temps de la haute ici, prendre un kéké, un petit repas léger pour pouvoir continuer le travail dans l'après-midi. Quand je prends ça, je me sens à l'aise. Beaucoup adorent à loco. D'autres, quand ils ne trouvent pas à loco, ils ne mangent pas. Féculent largement consommé pour son goût, le plantain permet à la revendeuse de réaliser de bonnes recettes. Bénéfice, nous sommes en train, nous sommes dedans comme ça. 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 À peu près, bénéfice par jour, sur les plantains. Par jour, je gagne 3 000, 2 500 jusqu'à 5 000 pour supporter mes enfants et ma famille.
S'investir intensément dans la culture des plantains au Bénin, entre autres opportunités à saisir par la jeunesse. Merci donc à vous, Kouroussa Abdoulaye, pour ce reportage. Et on retrouve Estelle Pazou également en couleur. Estelle, de rose vêtue, comment vous portez-vous? Ça va très bien, heureuse d'Anandé. Le rose, l'amour chez vous. Comprenez juste que c'est un prélude rose à la Saint-Valentin. N'est-ce pas? Mesdames et messieurs, le 14, prenez le rendez-vous. Des choses vont se passer sur le grand rendez-vous, j'annonce. Vous êtes avec Rodrigue Agbangla pour nous parler de la banane en plantain. Merci d'être avec nous, monsieur Agbangla, ce soir. Merci beaucoup, madame Heureuse. Vous avez passé un excellent week-end? Très bien, ça s'est bien passé. La semaine également a bien commencé? Très bien même. Parfait. Estelle, on peut y aller. Alors, monsieur Agbangla, on vient de voir un reportage sur la banane plantain au Bénin et on se consacre sur ce plateau à la production de la banane plantain. Alors, quelle est la place de la banane plantain dans les spéculations agricoles? Bon, nous pouvons dire que la banane plantain compte parmi les cultures vivrières les plus importantes au Bénin et se classe après le maïs, le manioc et le riz. Mais moi, personnellement, j'ai honte de dire ça parce que ce n'est pas encore une filière. Dans le secteur agricole, les gens ne s'intéressent pas à ça. Il n'y a même pas un rapport pour le plantain au niveau du CADER, appelé aujourd'hui DDAEP, Direction départementale d'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Alors, nous avons besoin de beaucoup de producteurs dans le domaine. C'est à peu près ce que je peux vous dire. Et aujourd'hui, si on décide de se consacrer à la production de la banane plantain, quelle peut être son utilité? Bon, la banane plantain a beaucoup d'utilités. Lesquelles? Et sur le plan économique, tel que ça se vend beaucoup sur le marché. Il y a aussi l'utilité médicinale, parce que les gens utilisent les feuilles de banane plantain, les infusions pour guérir certaines maladies. Si nous prenons par exemple la peau de la banane plantain, la peau mûre de la banane plantain, pilée, sert de cataplasme pour les plaies. Il y a aussi le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, je tiens à préciser que la banane plantain est riche en sels minéraux et en vitamine A. Or, peu d'aliments contiennent les sels minéraux. Alors voilà autant d'utilités que nous avons pour la production de la banane plantain. Mais pourquoi est-ce que la culture est si peu intéressée? Pourquoi on s'intéresse si peu à la culture de la banane selon vous? Oui, parce que bon, ce n'est pas encore un truc vulgarisé. Ce n'est pas une filière telle que je viens de l'annoncer, ce n'est pas une filière au Bénin. Mais qu'est-ce qui empêche sa vulgarisation? Vous dites que ce n'est pas encore un truc vulgarisé. Bon, c'est parce Pourtant, que... c'est quand même consommé. On a eu une revendeuse. Bien sûr. Elle a au moins comme bénéfice au moins 5 000 francs par jour. Bon, il faut reconnaître que le secteur agricole ne s'intéresse pas à ça. Nous avons au Bénin quelques producteurs de par certains départements. Parce qu'il y a les zones agroécologiques de la production de bananes plantain, que nous appelons les bassins de production. Si nous prenons par exemple le département de l'Atlantique, nous avons la commune d'Abomey-Calavi, de Tori, de Zier, et Tori-Boissito, d'Alada, et le département de Mouno, il y a Lokossa, il y a Atiémé. Vous allez voir dans l'élément tout à l'heure, et la dame parlait d'Alada aussi, et elle a parlé aussi d'un village d'Alada également. Et il y a le département des collines, où pour rencontrer les bananes plantains au niveau de Dessazoumen, de Savalou, et Savé et Glazoué. Est-ce que toute cette production répond à la demande? Non. Comment cela se fait-il? Parce que la demande dépasse l'offre. Donc les gens ne produisent pas encore la banane plantain telle que cela se doit. Et que faut-il aujourd'hui pour produire davantage la banane plantain? Oui, il faudrait que nous commençons par en parler beaucoup dans les médias. Et comme ce que nous faisons comme ce que nous faisons d'ailleurs, justement. Et intéresser nos producteurs, leur parler de la rentabilité de la banane plantain. On peut en faire une entreprise, c'est une entreprise agricole, pour que les gens commencent par investir dedans. Est-ce que déjà pour produire les semences de la banane plantain existent? Bon, il y a les centres de recherche qui travaillent beaucoup sur ça. Si nous prenons par exemple INRAB travaille beaucoup sur la production des rejets de banane plantain. Donc il y a une manière de produire les rejets de la banane plantain.
Donc, et les centres de recherche mettent à la disposition des producteurs des variétés améliorées de bananes plantains. Est-ce que tous les producteurs ont accès à ces variétés améliorées? Justement, non, parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas l'information. Et aujourd'hui au Bénin, qui sont ceux-là qui produisent la banane plantain? Bon, la banane plantain, ce sont les agriculteurs qui sont dans les zones rurales. Les zones agroécologiques que vous venez de citer? Bien sûr, exactement. Mais est-ce que les engrais chimiques n'interviennent pas déjà dans la production de la banane plantain au Bénin? Je dirais non, c'est une production biologique. Parce que c'est une culture que les gens ne maîtrisent pas. Et c'est vrai, la banane est plus de sol. La banane a besoin d'engrais organiques, surtout les fientes de volaille, du compost. On ne peut pas, au Bénin aujourd'hui, la production est vraiment bio. Ça, il faut le reconnaître. Wow. C'est quand nous allons commencer une production à grande échelle, peut-être les gens vont commencer par faire de l'apport en engrais chimiques. Mais à l'heure où nous parlons aujourd'hui, c'est une production purement biologique. Mais on retrouve quand même sur le marché des bananes plantains, vraiment de grosses bananes plantains. C'est compte tenu de la variété. Ah bon? Parce qu'il en existe plusieurs variétés. Il y en existe plusieurs variétés. Oui. Et aujourd'hui, que peut la recherche pour la production du plantain? Pour la production du plantain, d'abord la recherche met à la disposition des producteurs, tels que je viens de dire, des variétés améliorées. Et la technique culturelle. Parce qu'il y a une technique. Le plantain, c'est toutes les spéculations des techniques culturelles. Et la technique culturelle et le suivi, c'est-à-dire la lutte contre les ravageurs et les maladies et parasites. Bon, parce qu'il y a eu une période au cours de laquelle les bananes plantains ont été attaquées, hein, notamment dans l'Ouémé. Bien sûr, non, là, ça c'est encore un autre cas et nous allons revenir sur ça. Parce qu'il y a des zones infestées dans l'Ouémé qui ne peuvent pas pour le moment produire de la banane plantain. Qui ne peuvent même plus produire de la banane plantain. En attendant, non. Parce qu'il faudrait qu'ils laissent d'abord le domaine en jachère pendant 1 an et faire d'autres spéculations après les jachères. Ce n'est pas dans toute la zone de l'Ouémé, mais il y a des zones propices qu'on ne peut pas produire, dans lesquelles on ne peut pas produire de la banane plantain pour le moment. Mais il y a un travail qui est en train d'être fait actuellement. Quand on sait que la production ne suffit pas encore face à la demande et qu'il y a encore une telle situation présente, quelles dispositions prendre alors? Il y a déjà des dispositions en cours. C'est ça que nous allons demander aux producteurs de laisser ces domaines en jachère et mettre d'autres cultures. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Il y a des centres de recherche qui sont en train de travailler sur ça actuellement. Est-ce qu'il existe des possibilités d'arriver un jour à exporter la banane plantain du Bénin? Bon, je ne dirais même pas que la possibilité oui, existe déjà. Donc ça veut dire que la banane plantain est déjà importée. Je connais beaucoup de producteurs qui exportent la banane plantain vers le Niger, le Burkina, le Mali et autres. Donc la banane plantain est déjà exportée au Bénin. Quelle variété? Toutes les variétés? Toutes les variétés de banane plantain. Disponibles au Bénin. Oui, disponibles au Bénin. Et on connaît aussi la Côte d'Ivoire pour ses bananeraies. Est-ce que le Bénin peut rêver un jour avoir des bananeraies aussi grandes que celles que nous avons bien sûr, pourquoi en Côte pas. d'Ivoire? Je connais des Béninois qui ont déjà 10 hectares de production de banane plantain, voire 25 hectares de production de banane plantain. Donc nous allons en arriver là, ça c'est certain. Afin qu'on puisse consommer allègrement de la banane foutou, mais foutou banane. Oui, ça c'est un mets que les Ivoiriens aiment particulièrement. Même des Béninois, oui. Et aujourd'hui, si on doit accompagner la production de la banane, si par exemple l'État décide d'accompagner la production de la banane, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, je dirais d'abord, est-ce que nous avons besoin réellement de l'État pour décoller cette filière? Oui. L'État doit commencer par en parler dans les cadres, appelés aujourd'hui les DDAEP. Parce que quand vous allez dans les centres de recherche, les gens en parlent déjà. Mais au niveau, parce que l'État est représenté au niveau de l'agriculture par les cadres, par les DDAEP, excusez-moi beaucoup, et c'est le nouveau nom aujourd'hui. DDAEP, Direction départementale d'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Donc il va falloir qu'ils ont dans leur rapport la production de la banane plantain. C'est quand ça va prendre au niveau de ces directions, comme ça le président sera informé. Les présidents sont plus proches de ces institutions que les centres de recherche. Donc déjà, si
les DDAP ne commencent pas à en parler parce qu'il doit y avoir des techniciens dans la maison qui sont spécialisés en la matière. Donc quand les autres vont commencer par en parler, les encadreurs iront sur le terrain et pour leur parler de la rentabilité de la banane plantain, je suis sûr que les producteurs vont s'intéresser à ça. Donc en gros, on peut retenir que la banane plantain a quand même de l'avenir au Bénin et il suffit juste d'y mettre les moyens nécessaires pour y arriver. Ça a beaucoup d'avenir, c'est un secteur vraiment rentable. Donc les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent opter pour cette activité-là, être comme vous, producteur de bananes. Mais c'est faisable sur toutes les saisons ou ça, il y a Bien sûr, c'est faisable. D'abord, la banane plantain, il faut reconnaître que la banane plantain a besoin de l'eau en abondance. La banane plantain a besoin d'un sol riche et meuble. Il faut aussi... Est-ce que ces sols-là, cette terre-là dont vous parlez, est-ce que c'est disponible aujourd'hui? Bien sûr, on a assez de terre meuble au Bénin. Ce n'est pas ça qui manque. Nous avons assez de terre. D'accord. Voilà, Monsieur Rodrigue Agbangla, merci pour toutes ces informations que vous nous avez apportées aujourd'hui sur ce plateau. On retient que la banane plantain est prometteur au Bénin. Merci beaucoup Estelle Pazo et son invité, M. Rodrigue Agbangla, producteur de bananes plantain précisément ou de bananes tout court? Plantain. Plantain, donc mais vous êtes spécialisé dans... les bananes dessert aussi, qu'on appelle communément sautement. Les bananes, les jaunes, exactement. Ah, très douce. Très hein? douce, Merci beaucoup déjà d'être passé sur ce plateau et d'avoir échangé avec nous sur cette thématique-là, banane plantain. Comment accroître la production? On a eu les réponses ici. L'autre plateau que nous allons installer tout de suite, mesdames et messieurs, est celui de l'Espère. Avec donc notre expert de ce soir, Patrick Dadi, il est expert en marché public. On va parler de l'attribution des marchés publics pour être dans l'actualité des commandes publiques. Comment assurer la transparence des procédures? On va échanger avec lui sur cela. Merci d'être avec nous, Monsieur Dadi. Monsieur, merci. Bonjour, Madame Danondé. Je vais y arriver. Dadi d'où? Du Bénin? Dadi du Bénin, 100%, de Ouidah et de Porto Novo. De Ouidah et de Porto Novo. De Ouidah et de Porto Novo. C'est ça. Et ça veut signifier quoi? Parce que Dadi... Ça veut dire papa, c'est une longue histoire, mais papa, tout simplement. Ah donc, merci d'être là, papa Patrick. Merci d'être là, jeune fille d'Anondé. Alors, on va parler de ce sujet-là, les marchés publics. Et oui, on sait que c'est un secteur embrassé surtout par la jeunesse aujourd'hui. Il paraît qu'on devient facilement riche en étant... chef d'entreprise qui est beaucoup plus axé sur les marchés publics. Alors, lorsqu'on parle de marché public, il paraît que le thème approprié aujourd'hui, c'est commande publique. Quelle est la différence? Alors, la différence, c'est tout simplement que la conception ou le concept de commande publique englobe non seulement les marchés publics qui sont un outil juridique pour satisfaire les besoins de l'administration, mais c'est qu'ensuite, on inclut la notion d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'administration a un besoin, qui veut acheter quelque chose, il faut qu'il puisse inclure dans son estimation le coût d'acquisition, non seulement du produit, mais ensuite le coût d'utilisation et le coût de destruction du produit. C'est-à-dire qu'on prend en compte le cycle global de vie du produit qu'on achète. D'où la notion de commande publique. On sort, ce n'est pas qu'on évite la notion juridique et administrative. C'était ma question. C'est qu'on rajoute une notion économique. Alors, on ne cloître plus simplement les acteurs dans un bureau, la cellule de passation des marchés, mais on va véritablement vers la professionnalisation de ces acteurs pour qu'ils puissent comprendre le secteur dans lequel ils achètent, les acteurs du secteur, et aussi bien cerner le besoin de l'administration pour pouvoir bien le satisfaire. Comme vous le savez, on est dans une période de crise budgétaire, il n'y a plus beaucoup de moyens, donc il faut aller vers l'efficience de ces moyens pour pouvoir satisfaire au mieux les besoins de l'administration. De l'administration. Et parlant des marchés publics, déjà dans notre pays, on sait que vous êtes un expert, je ne dirais pas bon thé, mais est-ce que vous pouvez nous
présenter ici votre lecture des choses. Comment ça se présente, ce domaine-là se présente au Bénin? Alors, moi, je suis plutôt satisfait des textes qu'on a au Bénin en matière de marché public. On est fort en ça, on est champion. Heureusement, d'ailleurs. Je crois que la meilleure façon de bien gérer les choses, c'est d'avoir en amont un cadre viable. Le cadre, il est là. Là où le problème se pose, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que n'importe quelle entreprise, il suffit qu'elle ait un numéro IFU, peut soumissionner à n'importe quel marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la spécialisation. Vous prenez un restaurateur, il pourra soumissionner à un marché pour fournir des frigos sans aucune garantie. Il faudrait juste que vous ayez des contacts au niveau des DM ou auprès des DAF. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. À partir du moment où on peut présenter un compte bancaire, on peut présenter une situation fiscale correcte, et bien, du coup, on peut soumissionner et gagner un marché. Du coup, il y a une véritable problématique dans l'exécution du marché, dans la garantie de la vraie satisfaction du besoin de l'administration. Je crois qu'il va falloir sortir de là. Il va falloir sortir de là pour qu'à un moment donné, on ait des critères précis dans la façon d'analyser la candidature des soumissionnaires, avant même de passer à leur offre. C'est-à-dire qu'il va falloir valider l'étape de la candidature pour voir telle entreprise, quelle est l'expérience qu'elle a dans la fourniture de ce type de biens ou de services par rapport à l'administration pour pouvoir valider sa candidature. Mais normalement, je crois que vous l'aviez dit tantôt, nous avons une loi en la matière. La loi prévoit tout ça quand même, non? Bien sûr, la loi prévoit tout ça et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de professionnalisation des acteurs, à la fois du côté des entreprises, mais aussi du côté des agents chargés des marchés publics. Il va falloir qu'à un moment donné, on aille au-delà donc de ce que prédit la loi, sans contourner, je précise là-dessus, parce que tout juriste que je suis, j'ai quand même une appétence d'acheteur aujourd'hui qui va un peu plus vers l'économique. L'idée, c'est de dire que l'acheteur doit pouvoir faire une analyse cohérente, correcte, fine et sincère de la situation du fournisseur avec qui on va contractualiser. En imaginant que le marché soit sur 4 ans, ça veut dire qu'on sera amené à fonctionner avec cette entreprise pendant 4 ans. Donc il faut s'assurer des garanties de l'entreprise à pouvoir exécuter le marché sans faux semblant et à aller vraiment au-delà pour qu'au moment où on puisse faire le retour d'expérience de l'exécution de ce marché, on puisse se dire on a bien identifié le bon fournisseur, on a bien exécuté le marché, on va faire des ajustements pour pouvoir renouveler le marché. C'est toute une chaîne qu'il faut mettre en place. Mais est-ce que la transparence est possible réellement? La transparence est toujours possible, sauf qu'on a affaire à des êtres humains et que l'erreur est toujours humaine. L'idée, c'est de rester dans le cadre juridique pour que la transparence soit un vrai principe qui sous-tend nos marchés publics. Alors, plus en détail, quels sont ces critères-là aujourd'hui? Les critères pour assurer la transparence? Tout à fait. Les critères pour assurer la transparence, c'est d'abord une bonne identification du besoin à satisfaire. Lorsqu'un ministère veut faire l'acquisition de frigos, j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est le plus parlant et c'est le plus courant. Et des climatiseurs. Et des climatiseurs aussi. La vraie question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut acheter un frigo avec un congélateur ou alors il faut acheter un simple frigo? Quel est l'intérêt pour un ministère dans un bureau d'acheter un frigo qui a un compartiment congélateur? Il y a des vivres à consommer? Aucun. Il n'y en a aucun. Donc ça veut dire que le besoin n'est pas affiné au départ. Donc pour éviter cette surenchère des passe-droits, il faut affiner le besoin au départ. Donc l'expression et la détermination du besoin au départ est quelque chose de primordial qui évitera de faire des magouilles à l'arrivée ou en tout cas de respecter toutes les clauses qui sont mises dans le règlement de la consultation, qui est finalement la loi du marché public qu'on a à passer. Et là maintenant, lorsqu'on parle de ces critères dont vous parlez, est-ce qu'aujourd'hui la professionnalisation peut aller, voilà, également du côté des entreprises et ça va aboutir? Alors, au niveau des acteurs, même ceux qui sont dans le domaine, les administratifs et tout, je crois que c'est possible. Mais au niveau des entreprises, comment ça va se passer? Ça va être une vraie révolution de toutes les façons. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises estiment qu'ils peuvent subventionner à tous les marchés. Si demain, on apporte une réforme qui va inciter les entreprises à se spécialiser par secteur, ça va être une vraie révolution. On prend n'importe quelle entreprise aujourd'hui, il gagne un marché de fourniture de cahiers aujourd'hui, demain il peut gagner un marché de fourniture, je ne sais pas, de Charles Leclerc. Je dis n'importe quoi, je suis provoquant à dessein. Mais c'est vous dire que toutes les entreprises vont dans tous les domaines et ils deviennent spécialistes de tout. Ça, ce n'est pas possible. Quand on reprend pour pouvoir gagner tous les marchés. Bien sûr, ce qui n'est pas normal.
ce qui est absolument pas normal. Il faut qu'on puisse avoir des grandes entreprises qui entraînent un petit lot d'entreprises pour être spécialisées par secteur. Donc ça veut dire qu'il faut exiger des entreprises que leur objet social soit très clair au départ, qui se spécialisent pas dans le commerce général, mais dans des activités particulières. Ça permet d'apporter un peu de crédibilité à leur fonctionnement et apporter un peu de garantie à l'État acheteur. Et au niveau des acteurs, ça va se passer comment? Au niveau des acteurs des marchés publics, ça passe par la formation. Ça passe par la formation. Il faut qu'ils se forment aux nouvelles méthodes d'analyse. Il faut qu'ils deviennent de vrais acheteurs publics et pas simplement des agents administratifs. Donc le domaine évolue. Le domaine évolue. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de marché public aujourd'hui. On parle de commande publique. Parce que le juridique et l'administratif, on le maîtrise. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le côté achat, c'est-à-dire le côté économique, on le maîtrise un peu moins. Parce qu'on avait plutôt tendance à dire on est en appel d'offres, il n'y a pas de contact avec les entreprises. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun marché public qui se fait sans négociation, sauf lorsqu'on est dans la procédure stricto sensu de l'appel d'offres. Il y a également les gré à gré. C'est exactement ça. Ce n'est pas une procédure illégale, ceci dit. C'est une procédure qui existe. Tout à fait. Après, c'est une question d'opportunité de l'utilisation de cette procédure. Après, c'est l'État qui décide. Si l'État décide qu'il veut faire pour accélérer sa procédure de passer par la procédure de gré à gré, c'est son droit le plus absolu. Et la transparence est également possible. C'est toujours transparent à partir du moment où c'est légal. Maintenant, on peut faire le reproche à l'État de ne pas avoir saisi la bonne opportunité d'utiliser cette procédure. Ça, c'est complètement autre chose. Et après, je crois que c'est plutôt un sujet politique qu'un sujet qui relève complètement de la commande publique et du droit des marchés publics. D'accord. Maintenant, quelles sont aujourd'hui vos suggestions à l'endroit de nos gouvernants? La loi existe, l'application, bon, on essaie de l'appliquer, mais il faut aujourd'hui suivre la tendance, suivre l'avancement de ce secteur-là. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période de réforme avec un gouvernement qui enclenche des réformes dans tous les sens. Je pense qu'il faut saisir cette chance pour, à un moment donné, insuffler cette nouvelle façon de faire auprès des acteurs qui sont absolument performants, je n'en ai aucun doute là-dessus. Simplement, il faut qu'ils aillent un peu plus vers cette notion d'achat qui permettent en fait de faire du droit de la commande publique un droit vivant, qui permettent de s'adapter à la situation économique du pays, de s'adapter au niveau des entreprises qu'on souhaite un peu plus élevé et de s'adapter à mettre en place des notions, des concepts et un cadre qui permettent de satisfaire absolument le besoin de l'administration. Et voilà, merci quand même, merci à vous pour ces informations que vous nous apportez. On va pas vous laisser partir, quitter le plateau sans aborder cette situation qui prévaut souvent, les commandes publiques, oui, mais après, difficile d'entrer en possession de leurs fonds. Je parle des chefs d'entreprise. Que dire là-dessus? Alors ça, c'est plutôt un problème de paiement. Je veux dire, aujourd'hui, il faudrait absolument qu'on sorte de cette façon de payer les entreprises, mais à la main. Il faut qu'on arrive à une véritable bancarisation des relations entre l'administration et les fournisseurs. Je veux dire, il y a une clause toute simple dans tout marché public qui permet à une entreprise d'avoir de l'avance sur l'exécution. Maintenant, il faut aussi que l'entreprise puisse apporter les garanties qu'il va mener le marché à bon terme. Je veux dire, l'État a plutôt raison d'être réticent de faire des avances à des entreprises, surtout que si l'entreprise n'apporte pas les capacités professionnelles et financières dès le départ qui montrent sa mesure à pouvoir exécuter le marché, l'État a plutôt beau jeu de ne pas payer tout de suite. Maintenant, c'est plutôt ces marchés-là qui permettent aux entreprises de vivre et de survivre et de continuer leur développement. Donc l'État a intérêt de faire du paiement à bonne date des marchés publics un levier de développement économique des entreprises et que les entreprises aussi pensent que le fait d'exécuter des marchés pour l'État, c'est une façon de développer le pays. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il faut essayer de mettre en place pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Et oui, je dirais même que le partenariat, il est surtout gagnant-gagnant entre l'administratif ou celui qui est responsable de ces marchés publics-là et le chef d'entreprise, parce qu'on constate souvent que le coût des produits est souvent élevé et tout. Mais on se demande, il n'y a pas une manière pour régulariser et ce côté-là également des choses? Il y a une manière pour régulariser les choses, c'est que le règlement de la consultation soit clair.
et qu'il faut responsabiliser même pénalement tout de suite les acteurs des marchés publics. C'est en cela que je demande qu'ils soient un peu plus professionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, mais c'est élever un peu le niveau. Il faut à un moment donné dire, un agent des marchés publics, s'il fait une faute, il est puni. Clairement, ce n'est pas simplement la personne responsable des marchés publics qui doit être pénalement responsable devant la loi, mais l'agent qui exécute le marché public doit aussi être pénalement. S'il y a une faute, c'est ce qu'on constate le moins. Hein. Absolument. S'il y a une faute, il faut que la loi s'applique, mais dans sa dureté la plus sévère. Il n'y a même pas à polémiquer de midi à 14h là-dessus. La relation entre l'agent et l'entreprise, l'agent doit se sentir à ce moment-là investi des prérogatives du pouvoir adjudicataire, c'est-à-dire qu'il représente au moment où il est en relation avec l'entreprise, l'administration qui va contractualiser avec l'entreprise. Donc il n'y a pas de relation personnelle à avoir, il n'y a qu'une relation de contractualisation qu'il y a à avoir. Donc il faut assainir un peu cette façon de faire. Ah mais là, franchement, il faut assainir tout ce domaine-là, parce que le seul, on dira que heureuse, mais apparemment, non, hein, je n'ai même pas d'entreprise hein, pour postuler au marché public et tout, mais on constate souvent je ne dirais pas bêtises, mais ces irrégularités-là, la seule entreprise apporte plusieurs autres dossiers, d'autres entreprises qui peut-être n'existent pas, mais franchement, rien que pour gagner ce marché-là. Et c'est souvent de connivence avec ces responsables de marché public. Écoutez, moi je voulais plutôt saisir le plateau que vous m'offrez aujourd'hui pour rendre hommage aux entreprises qui restent dans la régularité. Parce que trop souvent, on s'appesantit. Elles sont très peu, mais c'est tout à leur honneur de rester dans la régularité. Et si on peut les prendre comme exemple pour faire des petits, partons de là. On part peut-être de loin, mais c'est en partant de loin qu'on va y arriver. Alors, trop souvent, on parle des entreprises qui ont des connivences ou des connexions avec les agents des marchés publics pour mal faire les choses, et on ne met pas assez en lumière toutes ces entreprises qui arrivent à bien faire les choses, à respecter les procédures et à aller au bout des procédures tout en exécutant correctement les marchés publics. C'est plutôt celle-là qu'il faut mettre en lumière pour mettre un phare sur ce qui se passe bien plutôt que s'appesantir tout le temps sur ce qui se passe mal tout en le combattant. Ah bon, c'est vrai aussi. Mais instaurer tout ce que vous dites là va prendre combien de temps au Bénin? Régulariser ce secteur-là ça va prendre une génération. Mais moi je dis, au départ, c'est une question de volonté politique. Si les autorités de ce pays ont la volonté politique de régulariser les choses, il suffit de donner le là et puis on ira jusqu'au dos. Il n'y a aucun problème là-dessus. Merci beaucoup. Merci Patrick Dadi, expert en marché public. On espère, hein, si votre programme, votre agenda vous le permet, vous recevoir encore sur ce plateau avant votre retour en France, parce qu'il faut dire que vous avez quitté là-bas pour nous recevoir ou pour être avec nous ce soir. Merci déjà pour la disponibilité. Merci de m'avoir reçu. Tout plaisir sera pour moi. Et voilà, mesdames et messieurs, Espère de ce soir s'achève. On va dire au revoir à monsieur Dadi pour retrouver Adonis Bohun dans ActuWeb. C'est le plateau qui va suivre. Nous sommes donc avec Adonis Bohun qui nous revient en pleine forme, il faut le dire, n'est-ce pas, Adonis? Bon, on prie Dieu qu'on soit toujours là, en forme, même si ce n'est pas la pleine forme, mais bon. Qu'on soit en pleine forme, c'est le souhait. En forme déjà. Merci d'être là, Adonis. Le week-end, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Seulement que je n'ai pas eu l'opportunité d'aller 3 points de suspension là aussi. Eh oui, la santé n'étant pas au point, je comprends. Alors, vous êtes là avec un certain nombre de sujets. La première information, après #MeToo, voici #MosquéeMeToo pour dénoncer les abus sexuels sur les lieux de culte musulmans. Oui, on en avait parlé. Des abus sexuels sur les lieux de culte musulmans. Oui, on en avait parlé avec déjà. Avec Karamat. Non, on a parlé de MeToo ici pour dénoncer les abus sexuels dans le monde, lancé par une journaliste. Et mais c'est toujours lancé par une autre journaliste égyptienne. Elle a lancé la campagne Mosquée MeToo. Mosquée MeToo, oui. Pour parler du harcèlement sexuel dont elle dit avoir été victime, notamment lors du Hajj ou les pèlerinages religieux à la Mecque. Ah. Cela intervient après Balance ton port et MeToo, comme on vient de le dire. Mais est-ce que c'est confirmé? C'est la journaliste Mona El Tawahi qui l'a lancé. Après avoir partagé son tweet, elle a, en même temps, elle n'a pas eu de réaction escomptée, mais au bout de quelques heures,
il y a eu des gens qui ont commencé à faire des témoignages. Donc, je prends le tweet de Mona El Lataoui. J'ai partagé mon expérience après avoir été abusé sexuellement pendant le Hajj en 1982, quand j'avais 15 ans, dans l'espoir... 1982? Oui, quand j'avais 15 ans, dans l'espoir d'aider les femmes musulmanes à rompre le silence et le tabou autour de leur expérience de harcèlement. Mais on se demande bien pourquoi elle a attendu 2017 pour... Peut-être avec la viralité des réseaux sociaux, c'est pour cela peut-être. On prend le truc de ZR. J'ai été harcelé sexuellement quand j'avais 21 ans et que je faisais le tour rituel autour du Kaaba. C'est ça qu'ils appellent le tawaf, juste là dans l'endroit le plus sacré. Ça, c'est une des réactions qu'elle a reçues. Nous produisons aussi la troisième réaction de Aïcha Sawari. Une de mes amies a été attrapée pendant le Hajj et quand elle s'est plainte, un autre pèlerin lui a dit de laisser tomber. Oui. Bon, il faut reconnaître que dans tout domaine, il y a des brebis galeuses. Oui, oui. Donc, espérons que cela soit une opportunité pour ces femmes qui ne peuvent pas avoir l'opportunité aussi, comme je disais, de la tautologie, de dénoncer ceux dont elles ont été victimes pendant ces lieux saints. Oui, et surtout, pas que dénoncer, également pour cette tête pensante de cette religion-là. Devrait assainir. Assainir cette religion. Alors, une autre information, Facebook teste un bouton sous les commentaires, mais jure que ce n'est pas un je n'aime pas. Oui, Mark Zuckerberg a toujours été catégorique. Sur sa plateforme, il n'y aura jamais de un je n'aime pas. En Amérique, ils ont testé un nouveau bouton sous les commentaires qui permet à un internaute de réagir négativement par rapport à une publication. Cette option n'est pas encore disponible partout, on peut le dire, mais c'est Bloomberg qui l'a toujours dit qu'il ne pouvait pas avoir un bouton « Je n'aime pas ». Peut-être il est en train de s'ouvrir aux critiques, qui sait. Attendons de voir quand le bouton sera généralisé, ce que ça va donner. La dernière information, vous nous apportez ici le classement des 10 personnes les plus riches en Bitcoin. Déjà? Oui. Ils sont 10 à avoir une fortune estimée en millions ou milliards de dollars en Bitcoin. Nous prenons d'abord le 10e, c'est Michael Novogratz, qui a une fortune de 700 millions à 1 milliard de dollars. Ensuite, Brooke Peace, lui aussi, il a 700 millions à 1 milliard de dollars. Oui, Antonio Di Iorio, 750 millions à 1 million de dollars toujours. Matthew Rozak, 900 millions à 1 milliard de dollars. Brian Armstrong, 900 millions à 1 million de dollars. C'est lui le fondateur du Coinbase. Oui. Quand on prend aussi Matthew Melon, lui aussi, il a 900 millions à 1 million de dollars. Il est héritier d'une famille américaine. C'est lui qui a investi, il fait partie des premiers à investir dans le Ripple, la monnaie alternative au Bitcoin. Cameroun, les frères Cameroun et Taylor Wilkerson, ils ont entre 900 millions et 1,1 milliard de dollars. Humiliés par Mark Zuckerberg lors de la création de Facebook, les deux jumeaux ont ensuite investi dans les Bitcoins afin de pouvoir rivaliser avec Mark Zuckerberg. Le troisième, c'est Chak Meng Zhao. C'est la seule personne de ce classement à ne pas être née en Amérique du Nord. Le Hongkongais a fondé Binance, l'une des plateformes de trading. Il a 41 ans. Joseph Lubin, lui, il a 1 à 5 milliards de dollars. C'est un ancien dirigeant de Goldman Sachs qui a construit la blockchain d'Ethereum. Et le premier, c'est Chris Larsen, qui a 7,5 à 8 milliards de dollars. C'est le patron de Ripple. Ah, je vois. Je comprends. Mais on se demande bien, pour vous qui nous apportez tout le temps des informations liées à la fluctuation de cette crypto-monnaie, est-ce qu'il faut quand même aller sur ce terrain-là? En fait, le Bitcoin, c'est comme... parce que tantôt ça monte. C'est une alternative aussi à la bourse. La bourse, tantôt vous gagnez, tantôt vous perdez. Le problème avec le Bitcoin, ça a commencé à chuter jusqu'à 8 500 $. C'est en train de reprendre un peu légèrement. Mais néanmoins, il faut souligner que la chute est intervenue après les mesures prises en Chine pour limiter, pour pouvoir réguler ce secteur. Donc, le minage surtout. Peut-être avec la régulation, il y aura peut-être un cours plus stable. Et il y aura beaucoup plus d'authenticité parce que certaines banques sont en train de refuser le paiement en Bitcoin. Il le faut parce que là, il n'y a pas une garantie, moi je dirais. Pas de garantie avec cette monnaie-là. La seule chose que moi je crains, et je suis un peu triste,
c'est par rapport à ceux qui sont partis hypothéquer leur maison pour pouvoir s'acheter des bitcoins. J'espère que les 10 personnes les plus riches là n'ont pas procédé de la sorte. Ah. Non, quand tu es fondateur, quand je prends le premier, c'est le fondateur de la monnaie alternative, le Ripple. Même si la monnaie là n'est pas encore totalement connue comme le Ethereum, mais en investissant peut-être là, les gens peuvent déjà, parce que c'est à 1,5 $, moins de 1,5 $, donc on peut déjà s'engager quelque chose. Oui. Merci beaucoup Adonis Boum pour ces informations. On va se retrouver demain. Oui. Demain avec la parfaite santé. C'est ce qu'on vous souhaite. En espérant ne pas faire comme, ne pas suivre les conseils de Nabila. Eh oui, surtout. En tout cas, on suit de très près l'actualité concernant le Bitcoin. Et on aura les détails avec vous très prochainement face à l'évolution de l'actualité. Mesdames et messieurs, on va laisser Adonis partir. Et oui, on va lui souhaiter bonne soirée. Bonne soirée aussi, en attendant que je puisse vous refuser les prochaines fois. Demain, certainement. Mesdames et messieurs, il est 19h45. On va suivre ensemble le journal, le 19h45, tout de suite avec Nadej Sané. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la chaîne du développement. Voici le sommaire. 22 professeurs de l'EPAC ont été promus au CAMES et 400 étudiants ont reçu leur diplôme de fin de formation en licence professionnelle et en master. C'était vendredi à l'université d'Abomey-Calavi. On les remarque très souvent au cours des manifestations, les photographes ambulants prêts à vous filmer sans votre accord. Le droit à l'image n'est pas respecté. Plus de détails dans cette édition. Célébration du Nouvel An chinois le 16 février prochain. En prélude, le Centre culturel chinois a organisé une compétition de tennis de table. Plusieurs nationalités y participent. Près de 400 étudiants de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi ont reçu leur diplôme de licence professionnelle et de master en ingénierie et conception et mécanique dans les secteurs industriels et biologiques. C'était vendredi dernier à la faveur de la cérémonie de clôture des 40 années d'existence de l'école. À l'occasion, 22 professeurs de l'EPAC ont été promus au CAMES. Calvador Awano et Patrick Adjagbodjou étaient de la partie. Voici le compte-rendu. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi promeut l'excellence. 385 étudiants peuvent désormais faire valoir leur diplôme de licence professionnelle et de master dans les secteurs de l'industrie et de la biologie. Ils ont reçu leur parchemin vendredi dernier et des distinctions d'honneur en signe de mérite. Prêts à s'investir sur le marché du travail, ces étudiants portent désormais haut le flambeau de leur école. Les finissants que je représente ici promettent de faire valoir les parchemins, ces diplômes qu'ils reçoivent aujourd'hui. Ils promettent d'être les porte-étendards de notre école, qui est une prestigieuse école et qui a aujourd'hui 40 ans. Ils font la promesse de porter haut le flambeau de notre très chère école et d'ici quelques mois, d'ici quelques années, de revenir ici en tant que partenaire pour aider à la reconstruction de notre chère école. Un engagement de foi que le directeur de l'EPAC veut sincère et réaliste à travers cet invite. J'invite ainsi donc les professeurs et membres du personnel administratif et technique de l'EPAC à redoubler d'efforts afin de faire en sorte que notre école poursuive son développement et continue de jouer un rôle important pour le développement de notre nation. Aux étudiantes et étudiants, je souhaite que pour vous, l'expérience de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi soit une réussite. Aux diplômés, je vous lance l'invitation de continuer de croire au développement de cette institution et d'y demeurer profondément attachés. Ayez confiance à l'avenir. Il faut croire en vos moyens, en vos potentiels. Il faut se permettre de rêver
combattez sous tous les fronts le gain facile, la légèreté et le travail mal fait. Car ce que vous faites, vous fait. N'hésitez pas à faire recours à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. C'est votre école. Une école dont les succès et les performances académiques ont une fois de plus porté leurs fruits. 22 professeurs titulaires de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi sont promus au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Une prouesse qui confirme de fort belle manière les 40 années d'existence et d'expérience de l'EPAC dans l'enseignement supérieur au Bénin. Il est très fréquent aujourd'hui de voir n'importe quel individu s'ériger en photographe ou opérateur de prise de vue. Ce constat génère habituellement sur les lieux où se prennent ces photos de sérieux problèmes liés au droit à l'image. Aliou Alaka et Arnaud Adadja se sont intéressés au sujet suivant leur reportage. Faire une photo à quelqu'un requiert, n'est-ce pas, le respect du droit à l'image de la personne. Le praticien du droit et le professionnel de l'image parlent du droit à l'image et du droit de l'image. L'article 50 du Code de l'information et de la communication en vigueur au Bénin, dans l'un de ses alinéas, dispose que toute personne dont l'image est exploitée sans son autorisation est fondée à réclamer des dommages et intérêts par le seul fait de la reproduction et de l'utilisation de cette image-là. C'est dire que lorsque nous n'avons pas l'autorisation expresse, n'est-ce pas, d'un individu, il faut faire beaucoup attention quant à la diffusion de ces images. Le droit à l'image, c'est le droit pour tout un chacun de nous opposer ou bien d'autoriser que l'on fixe notre image et qu'on l'utilise. Le droit de l'image, c'est par rapport à l'intellect. Je suis un photographe. Je fais une photographie. Quand quelqu'un doit utiliser cette photographie, la personne doit d'abord me demander la permission. Ça, c'est le droit de l'image. On assiste aujourd'hui à un phénomène nouveau au Bénin sur les lieux de manifestation. Avant, il y avait des studios et quand tu es dans le besoin de faire une photo, tu viens au studio, on te fait des photos. Peut-être tu viens chercher ça le soir ou le lendemain. Mais aujourd'hui, on te fait ça et en 15 ou 10 minutes, les photos sont prêtes. Donc encore, c'est une nouvelle initiative que nous avons initiée pour pouvoir se faire de l'argent. Constitués en association, le public les appelle à tort ou à raison photographes débarqueurs. Profession née du manque d'emploi, ces photographes se disent conscients du droit à l'image. Ils fonctionnent ensemble avec les photographes installés et ils ont leur manière d'éviter les tribunaux. D'autres personnes, quand tu leur fais la photo de façon express, ils sont tellement contents qu'ils ne savent même plus quelle attitude adopter. Par contre, nous avons remarqué également que beaucoup se plaignent par rapport à ces situations-là où ils ne sont pas informés avant qu'on ne leur fasse la prise de vue. Donc, suite à ça, nous nous sommes réorganisés. C'est pour cette raison que nous avons créé l'association des concepteurs de photos express. Nous avons déjà notre agrément qui a été déjà publié dans le journal officiel. Donc, l'État nous reconnaît officiellement. Maintenant, nous avons cerné le milieu. Autrement dit, un étranger ne viendra plus dans le groupe. De même, ceux qui n'ont pas eu leur diplôme auparavant et qui s'entendaient, nous nous rapprochons d'eux et nous négocions avec eux. Et nous allons vers leur patron négocier afin que ceux-là puissent avoir le diplôme pour que nous puissions évoluer de façon méthodique. N'importe qui se dit être un photographe aujourd'hui, contrairement aux habitudes d'apprentissage. De cette façon, le respect du droit à l'image ne devient-il pas une matière de réflexion? Vous imaginez les petits-enfants que l'on filme, que l'on balance sur WhatsApp. Vous savez quel mal vous faites à la famille de ces enfants-là. Ces enfants-là ne sont pas encore mûrs aujourd'hui. Peut-être ils seront grands demain. Et ils peuvent porter plainte demain. Si le cadre dans lequel vous avez utilisé leur image ne les agrée pas. Donc il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas appuyer sur le déclencheur pour prendre n'importe qui et n'importe comment.
Tournoi international de tennis de table. Cette initiative entre dans le cadre de la célébration du Nouvel An chinois prévu pour le 16 février prochain. Plusieurs nationalités ont répondu présentes à cette compétition qui en est à sa toute première édition. C'était samedi au Hall des Arts de Cotonou. Bruno Hotekbo et Jennifer Sadjivi nous font vivre les moments forts de ce tournoi. Une partie de ping-pong entre le directeur du Centre culturel chinois et celui de sport d'élite au Bénin. Voilà qui a donné le top au tournoi dénommé Coupe de la fête du printemps, organisé en prélude à la 9e édition du Festival du Nouvel An chinois. Au total, 7 pays ont compéti. Nous sommes rencontrés, elle m'a gagné. Mais en jouant, moi, je sais que mes attaques n'ont pas bien fait. Donc, c'est ça que le prochain match, je dis que je peux faire ça. J'ai remporté avec elle 2 à 1 et le dernier score était 11-8. Bon, je pense que son point faible, c'est le démarrage dans le coup droit. Elle n'est pas encore trop forte pour les poussettes. Très ancré dans la culture chinoise, le tennis de table gagne également du terrain dans d'autres pays. Au nombre de ceux-ci, nous pouvons citer le Bénin. À ma surprise, pour vous aussi, votre niveau de tennis de table est déjà un peu élevé, on peut dire, par rapport aux autres pays, aussi aux pays limitrophes, par exemple au Nigeria ou bien à Ivoirien. C'est presque au même niveau, mais il faut faire encore un peu d'efforts. Des dispositions sont également prises afin de plus intégrer cette discipline sportive dans les habitudes des Béninois. Nous sommes entrés dans une coopération avec l'ambassade de Chine à travers le Centre culturel chinois, une coopération au cours de laquelle chaque année il y a des activités sportives organisées par le Centre culturel chinois et des stages en Chine pour 2 mois au profit des joueurs béninois. Pour nous, au niveau du comité exécutif, c'est comment faire pour pérenniser cet événement, parce que nous voudrons que chaque année, qu'il y ait ce tournoi. L'année passée, il y a 4 entraîneurs et 6 joueurs jeunes et un peu âgés. Ils sont partis en Chine pour une formation de 2 mois. Et à leur retour, ils peuvent contribuer aussi au développement du tennis de table. Cette nouvelle année célébrée par les Chinois est placée sous le signe du chien. L'idée d'initier un tournoi de tennis de table émane donc du caractère sportif qu'ils associent à cet animal. Hors de nos frontières, en bref et en images, le Conseil ghanéen du cacao envisage d'émettre des obligations d'une valeur de 556 millions de dollars, soit 278 milliards de francs CFA. Cette opération pourra permettre aux régulateurs de compenser les pertes accumulées lors de la dernière saison. Elle permettra aussi de réduire ses dettes et de supporter les charges liées au maintien du prix aux producteurs cette saison. En dehors de cette manœuvre financière, le Cocoa Board envisage également de fixer un prix borchon équivalent à 110% du prix mondial du cacao durant la saison 2018-2019. En Guinée, la connexion Internet pourra désormais être plus rapide et à des coûts bien meilleurs. Selon le ministre ghanéen des télécommunications, Moustapha Mami Diaby, l'infrastructure sera officiellement mise en service dans quelques jours. Le projet a été mis en route depuis 2012 et a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 387 000 dollars américains, soit environ 3,5 milliards de francs guinéens. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt. Merci à vous, Nadège Sonny. Savez-vous quoi, Nadège? 2 sujets ont encore plus retenu mon attention dans ce journal. Les photographes débarqueurs, je suis sûre que vous vous y attendiez. Et le Nouvel An chinois. Déjà là, je me demande, le Bénin a déjà célébré son Nouvel An? Avons-nous célébré déjà le Nouvel An béninois? Bien sûr, heureuse depuis le 1er janvier 2018. Ah bon? Ou alors vous n'avez pas encore célébré le Nouvel An. Ah bon? Peut-être que vous étiez sur une autre planète. Non, ah
Nadège Sani, l'autre sujet, les photographes débarquent. Je me demande bien si vous également, vous en avez été victime, parce que moi, bien sûr, à la fin des événements, vous retrouvez vos images étalées avec des cailloux là-dessus pour éviter que le vent ne les emporte et on vous réclame 500 francs ou autre. En avez-vous été victime? Plusieurs fois heureuse d'annoncer, mais tout dépend de mon humeur. Hein. Quand je suis de bonne humeur, je récupère mes images et je remets tranquillement le montant. Si je ne suis pas d'humeur ou que je n'ai pas envie, je leur laisse carrément les photos et je m'en vais. Mais bon, moi-même, mais finalement, j'ai compris à travers le reportage qu'il faut. Pourquoi pas, quand on n'a pas envie de payer, déchirer carrément ces images parce qu'on ne sait vraiment pas ce à quoi nos images servent après quand on ne paye pas. N'est-ce pas? Oui, heureuse, mais vous ne pouvez pas les déchirer parce que vous n'avez pas eu l'appareil pour filmer. Ah, mais les images affichées ou qui sont sur la table, désolé, moi je les déchire. Le travail a été quand même fait au laboratoire et le photographe ne sera jamais d'accord avec vous parce que lui, il a dépensé d'énormes sous peut-être pour avoir ces images. Donc, vous ne pouvez pas déchirer ces photos. Vous pouvez peut-être attendre la fin, vous rapprocher de lui et lui demander ensuite de vous remettre les photos. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours porter Vous êtes très indulgente, vous, Nadège. Vous êtes très indulgente, vous. Moi, franchement, oui. Et Mathieu Sokanou, en plus, mon cadre de ce soir, il est d'accord. Hein, il est d'accord, il est d'avis avec moi. Il faut déchirer parce que là, on retrouve nos images ailleurs où ça passe dans les réseaux sociaux pour servir de ce à quoi on ne s'y attend pas du tout. Nadège Sani, merci pour ce petit débat-là. On va se retrouver demain, n'est-ce pas? Merci à vous, heureuse, à demain, 19h ou 19h45 si vous préférez. Merci beaucoup, Nadège. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous va se poursuivre et on aura encore environ une trentaine de minutes à passer avec vous pour aborder deux sujets environnement qui s'intéressent aux eaux usées. Et oui, quel impact sur l'environnement? Nature et bien-être en parle avec Amandine Agnan-Bossou et Bertin Bossou. Il est chef service de la gestion des pollutions et nuisances. Et le dernier plateau, c'est Autant Savoir qui parle de l'auto-école. On aura sur le plateau Eric Dagnonvi, un expert du CNSR, pour aborder la question, le sujet avec nous. Vous avez donc eu les images à travers déjà ce que je disais tantôt. Alors, mesdames et messieurs, on va tout de suite installer l'avant-dernier plateau du grand rendez-vous Nature et Bien-être. Amandine Agnan-Bossou, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voilà, on est avec Amandine Agnan-Bossou et Bertin Bossou. Bonsoir, Monsieur Bossou. Bonsoir, Madame le journaliste. Et ça rime, hein, Agnan-Bossou, Bossou. Oui. Et voilà, on va parler avec vous de Amandine et son invité des eaux usées. Et comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs, quel impact sur l'environnement après avoir suivi ce reportage réalisé à cet effet. Elles sont mécontentes et elles l'ont manifesté très tôt ce lundi matin. Les populations riveraines du lycée technique sino-béninois d'Akasato étaient dans la rue, postées devant le lycée. Elles déplorent le silence des autorités face au désagrément des eaux usées rejetées par les fosses de ce complexe. La présenterie a assez duré dans ce quartier. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Nous allons faire de grands tapages contre les responsables de ce lycée. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Mais quand on va commencer par faire notre désordre, je suis sûr que les responsables vont nous écouter. Le lycée nous cause beaucoup de dommages parce qu'on ne peut pas faire les allers-retours, on ne peut pas aller au marché parce qu'il y a l'eau du Pisa du lycée qui coule sur la voie publique. Tous les jours, il y a les enfants qui tombent dedans. On enregistre au moins 5 enfants par jour qui tombent dedans dans l'eau là. Il y a les émédiamans qui ne peuvent pas aller et revenir normalement. On ne peut pas circuler normalement. La voie est complètement dégradée. C'est sale et ça pue. Et le comble, l'eau ne disparaît jamais de là. Difficile de dormir, difficile de circuler et puis difficile de respirer.
Ce n'est pas normal qu'un établissement public dégrade la voie, incommode les populations et puis nous empêche de vivre quasiment. Alors que quand on demandait de libérer les espaces publics, c'est pour mieux circuler, avoir une bonne visibilité et puis vivre dans un cadre viable. Alors que là, nous ne vivons pas du tout dans ce cadre. Cette sortie de la population a suscité la descente sur le terrain de plusieurs responsables. Proviseurs du lycée incriminé, délégation ministérielle, chacun se prononce en ce qui le concerne. C'est un problème hautement technique et pour ne pas tomber dans les pièges du passé, il faut un peu de temps. C'est une situation qui demande beaucoup de sous. Ce n'est pas un problème qu'on peut régler avec 100 000, 200 000 francs. Et il faut des techniciens pour venir réfléchir. Nous avons fait ce qu'on peut faire. Nous avons déjà essayé de circonscrire la situation, mais nous ne sommes pas directement autorisés à apporter les solutions efficaces. Étant donné qu'il y a une direction des infrastructures qui doit s'occuper de ça. Là. Il faut dire que si les eaux usées créent des désagréments à la population, ils sont en droit de réagir. Ils n'avons pas le droit de faire ça. C'est pourquoi le CODI a été très sensible à leurs difficultés et nous a dépêchés sur le terrain. Et qu'est-ce que nous pensons faire? Nous devons régler la question afin que la population soit soulagée. Ce sont les Chinois qui ont exécuté ce chantier. Et donc, nous devons pouvoir retrouver le plan de récollement pour savoir où sont passés les différents canaux, les différentes canalisations pour la gestion des eaux usées dans la maison. Donc après ça, nous allons essayer donc de détecter, d'auditer le système, le mécanisme de gestion des eaux usées pour voir là où ça dysfonctionne. À ce niveau-ci, on ne peut pas parler de manque de moyens et autres. Non, c'est d'abord l'audit du mécanisme, du système qu'il faut faire et peut-être que la solution ne coûtera pas grand-chose. La détermination semble en tout cas plus forte que jamais dans le rang des populations riveraines. Elles n'attendent que soulagement. Et on retrouve donc nos invités sur le plateau. Amandine, voilà, on présente déjà nos excuses aux téléspectateurs s'ils sont à table parce qu'on a eu des images et des propos. Vraiment heureuse d'annoncer. Et voilà, on va aborder la question de l'impact de ces eaux usées sur l'environnement avec notre représentant du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Oui, on va en parler, heureuse d'annoncer. Nous allons parler de la gestion des eaux usées. Ce sera avec M. Bertin Bossou qui a bien sûr suivi l'élément réalisé par Marcel Arrossi. Et déjà, moi, j'ai envie de lui demander, est-ce que ces populations ont raison de se révolter? Merci beaucoup, madame la journaliste. Et je vous dis que d'entrée de jeu, tout homme doit vivre dans un environnement sain. Oui. Si vous constatez que quelqu'un enfreint à la loi et que votre environnement est dégradé, vous avez le droit d'aller porter une plainte, mais il y a des formules pour le faire. Vous n'acceptez pas cette formule-là? Oui, la formule, c'est que vous déposez officiellement au ministère du Cadre de vie une plainte. Nous avons des agents assermentés, des inspecteurs de la police, de l'environnement. On se demande si ça n'a pas déjà été fait. Parce que ça n'a pas été présenté dans l'élément que des plaintes ont été déposées au ministère du Cadre de vie. Peut-être que ces populations ne savent même pas qu'il faut porter plainte et tout. Donc, eux, c'est leur façon de manifester leur mécontentement. En fait, nul n'a le droit d'ignorer la loi. Et c'est quand même un milieu où il y a assez d'intellectuels. Mais pour éviter d'en arriver à ce stade-là, est-ce que vous également, vous n'avez pas ignoré ces eaux usées qui créent d'énormes dégâts pour la santé des populations? En fait, si on est informé, le ministère n'a jamais resté les bras croisés. La preuve, vous êtes déjà intervenu sur le terrain. Oui. Donc c'est après qu'on soit informé que le ministère, à travers la direction départementale, les inspecteurs de la police de l'environnement se sont dépêchés sur les lieux. Ils ont fait déjà ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire un procès verbal de constatation de ces nuisances, de ces cas d'infraction, de ces cas de pollution
et le PV est déjà transmis à l'autorité et des recommandations qui s'imposent sont en train d'être étudiées, pour que les populations de Akasato au niveau du lycée sino-béninois trouvent satisfaction et vivent dans un environnement sain et durable. Oui, M. Bosso, on parle des eaux usées, mais déjà, qu'est-ce qu'on appelle eaux usées? Bon, en fait, les eaux usées, terre à terre, c'est des eaux qui sont issues d'un processus qui sont constituées des substances solides, liquides, gazeuses, issues d'un processus industriel ou bien d'une habitation après utilisation de ces eaux, peut-être respectant les normes environnementales en vigueur. C'est un peu comme ce qu'on a vu? Oui, c'est un peu comme ce qu'on a vu parce que les eaux, initialement, ne renfermaient pas des substances toxiques ou bien des contaminants. Mais après l'utilisation, ces eaux peuvent être contaminées ou bien peuvent renfermer des substances au-delà des normes admises. Et à cet effet, ça devient des eaux usées. C'est-à-dire, quand on dit usées, c'est déjà utilisé. Hein? Ça devient des eaux usées. Et en matière, il faut d'autres éléments ou bien d'autres mécanismes pour qu'on puisse rejeter ces eaux. En fait, c'est parce qu'il y a un défaut, il y a un problème de plan d'assainissement qui n'a pas été retrouvé, qui fait actuellement que ces eaux sont rejetées de cette façon. Et il y a plusieurs catégories d'eau usées? Oui, il y en a deux de façon classique dans le décret 2001, fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en République du Bénin. Nous avons les eaux usées industrielles et les eaux usées domestiques. Comme je venais de le dire, les eaux usées industrielles, c'est des eaux qui comprennent des substances solides ou liquides ou gazeuses et qui proviennent d'un processus industriel. C'est-à-dire une usine qui réalise des activités et qui utilise des eaux pour peut-être nettoyer les turbines ou bien pour arranger quelque chose à l'intérieur de ces usines. Ces eaux qui sont issues de ce processus-là constituent des eaux usées et doivent être traitées avant d'être rejetées dans le milieu récepteur, c'est-à-dire les lacs, les lagunes, les étangs, etc., pour que ça puisse respecter les normes, pour ne pas perturber l'écosystème aquatique qui se trouve là, parce que cet écosystème renferme les animaux et les végétaux, et nous sommes tributaires de ces animaux et de ces végétaux. Et les eaux usées domestiques alors? Les eaux usées domestiques, c'est toujours des eaux qui comprennent des substances chimiques, des solides plutôt, gazeuses ou liquides, et qui proviennent d'une habitation. Voyez, ce que nous utilisons par exemple dans nos maisons. De lessive, de vaisselle et tout. De vaisselle constituent des eaux usées domestiques. Et comment normalement on doit gérer ces eaux? En réalité, ces eaux devraient être recueillies. Même ce qu'on a utilisé à la maison? Oui. Parce qu'on constate qu'à la maison, quand on finit de laver les assiettes et tout, bon, on jette ces eaux en fait, c'est dans les caniveaux. Oui, c'est même mieux les caniveaux, on ouvre le portail. Oui, en fait, ça ne devrait pas se passer de cette façon. Comment ça devrait être récupéré quelque part. Soit vous avez des services de vidange de ces eaux usées qui viennent ramasser, ou bien vous avez un dispositif d'épuration. Il y a des dégrilleurs, il y a des filtres où vous versez ces eaux. Les solides sont retenus et ces solides-là vont rentrer dans la poubelle parce que nous mélangeons tout et nous parlons des eaux usées. On a même des puisards qui débordent. En réalité, il y a des normes de réalisation des puisards. Si les puisards ne sont pas réalisés selon les normes en vigueur, vous allez constater que soit les capacités d'accueil de ces puisards seront dépassées, soit il y aura des fissures, et là, ça peut contaminer les eaux de la nappe phréatique. Mais il n'y a pas de contrôle des gens pour passer dans toutes les maisons pour vérifier si vraiment les il y a des agents de contrôle. Il y a des agents de contrôle. Si vous vous rappelez plutôt, dans l'ancien temps, il y a des personnes qu'on appelle communément dans nos langues, des agents d'hygiène. Ces agents d'hygiène... C'est eux qui sont chargés normalement de contrôler.
Et ils font toujours leur travail. Je n'en ai jamais rencontré, moi. Non, c'est peut-être votre époque. Hein? Sinon, moi, quand j'étais plus jeune, les gens passaient de maison à maison et quand ils rentrent, ils voient vos latrines, ce n'est pas lavé, ils voient vos puits. Quand ça laisse des déchets au niveau de la paroi, etc., ou bien des algues, etc., vous êtes verbalisé. Vous payez une amende. Vivement que ça reprenne. Hein? Et ça, bon, c'est parce que peut-être ces agents aujourd'hui sont en nombre très inférieur, sont insuffisants, mais au niveau du ministère, par exemple, de la santé, c'est les agents d'hygiène, mais au niveau du ministère du cadre de vie, c'est les inspecteurs de la police de l'environnement. Ces inspecteurs sont en un nombre réduit et actuellement, au titre de l'année 2018, il y a eu déjà une programmation pour le recrutement de 77 inspecteurs de la police de l'environnement, c'est-à-dire près de 80 inspecteurs pour que ces cas, on puisse les contrôler. Parce qu'il faut constater l'infraction avant de réprimer. Mais nous ne passons pas à la répression d'un seul coup. Mais on passe à la sensibilisation. Si ces précautions doivent être prises, c'est parce que ces eaux usées ont des impacts sur l'environnement. Effectivement, ces eaux ont des impacts, ces eaux usées ont des impacts sur l'environnement. On en a vu tout à l'heure. Hein, ça dégrade le cadre de vie. Ça entraîne la pollution du sol. Vous voyez, si vous regardez, il y a des algues qui commencent par pousser, vous voyez, le sol est vert et il n'y a plus d'infiltration. Les plants que vous mettez en terre au niveau de ces sols-là ne vont plus pousser. Jusqu'à ce point? Oui, ne vont plus pousser. Vous savez, ça empêche l'eau de s'infiltrer. Or, si l'eau ne s'infiltre pas dans le sol, les végétaux ne pourront pas aller capter ces eaux-là pour leur croissance. Hein? Vous allez constater que ça rend sale le milieu. Oui. Donc, pollution esthétique. Hein? Il y a les odeurs. Tout à l'heure, vous avez entendu ça. Les odeurs. Hein? La qualité de l'air prend un coup. Ça devient irrespirable. Hein? Et on peut avoir toutes sortes de maladies. Ça, c'est par rapport aux eaux usées domestiques qui sont versées dans les rues et tout. Mais par rapport aux eaux usées industrielles où les gens construisent des égouts qui tombent directement dans les cours d'eau. En réalité, les égouts ne doivent pas tomber dans les cours d'eau. Ou directement dans les caniveaux. On constate que ces eaux usées sont raccordées au niveau de ces canaux, au niveau de ces canalisations, sans aucune forme de traitement. C'est une infraction à la législation. Pourquoi on ne doit pas envoyer les eaux non traitées dans les cours d'eau? Oui, parce que si on envoie les eaux non traitées dans les cours d'eau, l'écosystème aquatique qui est là avait déjà une certaine caractéristique. Et les animaux, les végétaux qui étaient là vivaient dans ce milieu. Si vous envoyez une eau usée dans ce milieu, c'est que vous changez l'écosystème. Et les végétaux qui sont là, ou les animaux qui y vivent, peuvent mourir. Ça affecte directement la qualité de ces animaux et de ces végétaux. Et si par exemple, c'est des eaux contenant des substances, des métaux lourds, ou bien des produits chimiques, tels que le plomb, tels que le mercure, etc., ça se retrouve dans nos alimentations. Parce que les poissons consomment ça et puis après, c'est nous qui ça se retrouve dans la chaîne alimentaire et nous consommons ça et les dégâts démarrent. Et c'est une question de dose. Et là, on peut avoir des malformations congénitales, la perte de la fertilité. On peut avoir retard de la croissance, un retard mental. Bon, là, ce n'est plus pas sur l'environnement. C'est toujours l'environnement. C'est directement impact sur la santé. L'environnement lié également à la santé. Et quelles sont alors, M. Bossou, les dispositions à prendre en cas de déversement accidentel par une unité industrielle? En fait, si le ministère est informé, le ministère se dépêche d'abord sur les lieux. Pour constater. Pour constater l'infraction. Et ensuite, on fait des prélèvements. Nous avons un laboratoire de pointe, laboratoire de surveillance environnementale. Ce laboratoire fait des prélèvements et on vérifie si ces eaux usées respectent les normes de rejet. Parce que nous avons des normes de rejet. Si ça respecte les normes de rejet,
si l'industrie disposait aussi d'un permis de déversement, le problème ne se pose pas. Mais dans la majorité des cas, ces industries n'ont pas un permis de déversement. Oui. Et là, c'est une infraction. Et cette infraction est punie. On va parler de la réglementation le vendredi. Et déjà le mercredi, M. Bossou sera encore avec nous parce que tout à l'heure, il a parlé de traitement des eaux usées avant leur déversement dans les cours d'eau. Donc, on va parler un peu du processus de traitement des eaux usées. Donc, Heureuse Anondé, voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport à l'impact des eaux usées sur l'environnement ce soir. Merci beaucoup, Amandine Anian Bossou. Merci à M. Bossou également, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'avoir des gens du ministère. Eh oui, et surtout qu'il sera là encore avec nous le mercredi. Oui. On le remercie par avance. Merci Bonne à vous, soirée. Oui, merci. Vous serez là quand même le mercredi. Oui. Merci, madame la journaliste. Je vous remercie beaucoup. Je serai là, si Dieu le veut, le mercredi. Merci beaucoup. Par anticipation, on va vous souhaiter déjà bonne fin de soirée. Merci à vous. Mesdames et messieurs, le tout dernier plateau du grand rendez-vous ce soir. Autant savoir. Autant savoir qui s'intéresse aujourd'hui à l'apport à la sécurité routière de l'auto-école. On va recevoir sur ce plateau Éric Dayonville, un expert envoyé par le CNSR, le Centre national de sécurité routière. Il sera sur ce plateau tout à l'heure avec Ania Bello, vous le verrez, après avoir suivi ce reportage. Donner une formation de base en code de la route et à la conduite automobile. Telle est la mission de l'auto-école. Une mission que l'on ne peut s'attribuer sans respecter les normes fixées par la direction des transports terrestres. Pour ouvrir une auto-école au Bénin, il faut être d'abord béninois, avoir son casier judiciaire à jour, il faut avoir un certificat de résidence, son certificat d'aptitude professionnel et pédagogique de moniteur d'auto-école, avoir une expérience au moins de 5 ans, avoir le permis au moins de 3 ans. Il faut demander à avoir l'autorisation pour l'ouverture d'auto-école. Il faut déclarer aux impôts. Il faut également avoir des moniteurs certifiés en dehors de ton certificat. Il faut également faire une demande au ministre et payer des quittances à la DGTT. Autre que les documents administratifs, un capital conséquent est nécessaire pour la transmission du savoir aux apprenants dans de bonnes conditions. Il faut se doter de matériel roulant adapté et d'un local convenant. Ceci n'est pas sans relation sur les coûts de formation qui diffèrent d'une auto-école à une autre. À l'avènement du changement, nous avons eu quand même un coût qui varie de 60 000 jusqu'à 200 000. Mais le terrain étant sale, parce que nous avons beaucoup de clandos, des établissements clandestins qui n'ont pas les papiers qu'il faut, qui cassent le coût tout le temps, qui a fait que si vous dites que vous allez respecter ce qui est de 60 à 200 000, vous n'aurez pas de clients. Beaucoup s'installent sans avoir leur agrément. Or, ceux-là qui s'installent sans avoir leurs agréments, quel genre de formation ils peuvent donner à ces apprenants? 6 700 francs de quittance pour la Direction générale des transports terrestres, 3 000 à 10 000 francs selon la catégorie de permis pour les frais de quittance du Trésor et le timbre du domaine à 2 000 francs. Tel est l'apport de tout aspirant au permis de conduire par l'autruchement des auto-écoles à l'assiette budgétaire de l'État béninois. Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez donc compris, un intervenant parlait de l'avènement du changement et tout. Vous avez compris que c'est un élément donc réalisé déjà il y a quelques temps. Et oui, en début d'année 2017, nous ne sommes plus dans le changement, nous sommes dans la rupture. Donc il faut notifier déjà que c'est un reportage réalisé il y a quelques temps. Et on retrouve sur le plateau
Agnat Bello, qui a d'ailleurs réalisé ce reportage-là dans le temps. Agnat, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'Anondé. Assez de couleurs, hein, je vois. Il y a... Commence la semaine en couleur. Eh oui, assez de roses. J'ai pas compris. Maintenant, vous savez que le grand rendez-vous, c'est pratiquement avec que des dames chroniqueuses. Et à part Amandine, vous avez opté, Estelle et vous, hein? Justement pour les couleurs, vous savez. Rose, quand même. La semaine est rose, elle est rose et rouge, la semaine. Et le mois. Le mois aussi est rose. Apparemment. Voilà, en ce qui concerne on sera ensemble le 14. Oui, évidemment, sur ce plateau. N'est-ce pas? Et déjà, il faudrait prévenir les invités qu'on va parler Saint-Valentin, mais on va parler Saint-Valentin autrement. Autrement, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous êtes avec Eric Dayonvi, qui représente le CNSR ici. Merci d'être avec nous, monsieur. Merci beaucoup. On parle de l'auto-école, le rapport à la sécurité routière, Agnad. Justement, heureuse d'Anondé, il faut dire qu'ils font partie d'un maillon essentiel au niveau de la sécurité routière parce que c'est eux qui mettent normalement les usagers de la route sur la voie. Oui. Sans leur rapport, aucun usager normalement ne devrait se mettre sur la voie. Est-ce qu'ils jouent vraiment bien leur rôle? Quel a été le constat au niveau du CNSR à ce niveau? Autant de questions que nous allons aborder sur ce plateau. Mais déjà, avant tout, j'aimerais bien qu'on puisse mieux situer. Quel est leur rôle en tant qu'auto-école au niveau de la sécurité routière? Merci beaucoup, Andiat. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Et je vais dire que les auto-écoles jouent beaucoup. Ils sont au départ de la chaîne. C'est-à-dire que c'est eux qui préparent les candidats à l'examen d'obtention du permis de conduire. Tel que je le dis, c'est que tout usager, normalement dans un pays qui se respecte, tout le monde doit avoir son permis de conduire avant de se mettre sur la voie. Quelle que soit la nature du moyen roulant, on doit détenir de son permis de conduire, on doit avoir le permis de conduire avant de se mettre sur la voie. Je parle des permis de conduire A1, A2, A3, B et C. Peu importe la catégorie. Peu importe la catégorie, ça dépend du moyen de transport que tu utilises. Donc, les auto-écoles sont en amont, c'est-à-dire que c'est eux qui préparent les candidats pour l'obtention de ces permis de conduire-là. Et nous le disons parce que dans la sensibilisation, ce que nous faisons aux usagers de la route, nous constatons qu'au niveau des conducteurs à 4 roues, le problème ne se pose pas trop. Avec acuité. Avec acuité, très bien. Quand vous allez faire des sensibilisations, c'est des choses qu'on rappelle en réalité. Ils connaissent ça déjà parce qu'ils ont déjà appris. Et c'est le permis de conduire qui a sanctionné leur autorisation pour détenir de ce permis. Donc, ils comprennent aisément ce qu'on dit. Les conducteurs à 2 roues, voilà le problème. Eux autres, ils n'ont pas pris par l'auto-école et ils sont sur la voie comme tout le monde. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas. Même pas ce qu'on dit. Donc on est obligé de faire beaucoup d'efforts pour faire passer le message. C'est pour ça que je disais que les auto-écoles, ils sont en amont. C'est eux qui préparent le candidat à l'obtention du permis de conduire. Alors on peut dire que savoir comment se comporter sur la voie, le seul endroit où réellement on peut l'apprendre, c'est au niveau des auto-écoles. Effectivement, parce que c'est le code de la route que nous utilisons. Sur la route, quand on dit la route se partage, c'est ceux qui connaissent le code de la route qui arrivent à partager. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas partager. Donc ça veut dire que le lieu où ça doit s'apprendre, c'est à l'auto-école. Mais justement, qu'en est-il de ces lieux-là? Est-ce qu'effectivement, tous ces lieux donnent la bonne formation? Et on peut dire que la plupart des usagers qui passent par ces auto-écoles ont réellement les connaissances qu'il faut pour pouvoir conduire sur nos voies. Effectivement, c'est un problème que nous constatons sur le terrain. On ne peut pas dire que tous ceux qui sont formés, tous ceux qui ont le permis, utilisent normalement ou bien respectent le code de la route. On ne peut pas le dire parce que nous constatons des accidents qui se passent sur la route. Et c'est des accidents qu'on décrit. On se demande si ces intéressés-là sont autorisés. Donc ça veut dire que le rôle que le CNSR joue, c'est de les recycler chaque fois, les promoteurs d'auto-école. De les recycler, c'est que de leur permettre de faire face à leurs responsabilités, de ne pas autoriser ces gens de déviants que nous constatons, c'est d'être conscient de faire le travail correctement pour que sur la voie, on puisse avoir le résultat. Mais si vous accentuez votre formation sur les promoteurs, après avoir délivré le permis de conduire, est-ce que le promoteur a encore une responsabilité sur le conducteur? Non, non, c'est ça qu'on dit, c'est qu'il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils
ne présentent pas des candidats pour le présenter. C'est ça le problème. Le problème est à ce niveau-là. Parce que quand tu viens à l'auto-école, c'est le promoteur qui juge ton niveau avant de te présenter. Mais tel que les choses se passent, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais c'est tout porte à croire que quand tu viens, quand tu fais un nombre de délais, quand tu as signé un contrat pendant 1 mois, 2 mois, on te présente d'office et tu as le permis. Bon, c'est un peu compliqué, je ne saurais comment l'expliquer. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, l'examen du permis de conduire s'est durci. Ce n'est pas seulement, il ne suffit pas d'y aller, il faut vraiment avoir les compétences requises pour pouvoir y aller justement. Je voudrais en venir. Aujourd'hui, on a de plus en plus de candidats qui vont aux examens, mais qui échouent. Voilà, le taux est devenu, oui, le taux a un peu augmenté au niveau des échecs. C'est une réponse à la chose, parce que on s'est dit, est-ce qu'il faut faire confiance aux promoteurs d'auto-école? On a tout dit, on a tout fait, mais le seul endroit qu'on pouvait les coincer, c'est de jauger bien ces candidats-là. Avant, par le passé, vous allez voir des taux 100% de réussite, ou bien 99% de réussite. Ça a changé tel que tu le dis. Ça veut dire que nous-mêmes, on a pris, c'est qu'on a pris, on a considéré la chose et on fait avec la chose. Parce que les accidents, quand vous les voyez sur la voie, c'est compliqué. Donc, voulez-vous nous dire que le problème que nous avons maintenant, plus les frais, je dirais. Les frais annexes. Vous n'avez pas de preuves de ce que vous avancez. Moi, je n'ai pas de preuves. Les gens ont payé. Les gens ont payé. J'en connais, je ne vais pas donner des noms ici, qui sont aujourd'hui sur la route, avec des permis de conduire qu'ils ont, je ne dirais pas qu'ils ont eu frauduleusement. Ça, c'est grave. Parce que le résultat, on constate, c'est l'accident qui se produit. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas s'amuser avec ce genre de choses-là. On doit bien les former. Et là, nous, notre rôle, quand on va faire les sensibilisations, on est compris par les gens. Le problème qui nous embête, c'est les conducteurs à 2 roues. Ils pensent que c'est une activité qu'on peut apprendre sur le tas. Sur le tas, sans passer par l'auto-école. C'est pour cela que dans les accidents, ils sont fortement impliqués. Parce qu'ils ne sont pas ils ne comprennent pas comment partager la route. Donc, je pense que la chose, on va en arriver, c'est qu'on va obliger maintenant les conducteurs de route d'avoir on va les obliger à avoir leur Oui, mais moi, j'aimerais savoir, vous êtes demandé tout à l'heure sur le plateau si réellement la formation y est, mais quel est le suivi justement que vous faites? Parce que il ne faudrait pas seulement constater l'accident, il faudrait s'assurer que réellement la formation donnée au niveau de ces auto-écoles respecte les normes, ce qu'il faut vraiment. Est-ce que vous faites ce suivi-là? Tel que je le dis, l'auto-école, c'est logé au ministère des Transports terrestres. C'est-à-dire que dans la direction générale des Transports terrestres. Ça veut dire que le CNSR n'a pas une autorité sur eux. La seule chose que nous faisons, c'est de les accompagner dans la sensibilisation, dans la formation. Parce que nous les formons pour qu'eux autres puissent former les candidats. Donc, ça veut dire que, et d'ailleurs, tu l'as bien dit, ça veut dire qu'à l'auto-école, on n'a plus de 100%, on n'a plus de réussite 100% maintenant. La chose est en train d'être corrigée, d'être aménagée pour que sur la voie, on puisse enregistrer au moins d'accidents. Parce que c'est notre objectif. Oui, mais il faudrait aussi rappeler le fait qu'il y a beaucoup d'auto-écoles qui ne sont pas autorisées. Ça, c'est les promoteurs eux-mêmes qui le disent, qui ne sont pas autorisés, mais qui exercent de façon illicite. Est-ce qu'il y a réellement des mesures prévues contre ces personnes-là? Bon, au CNSR, nous n'avons pas un suivi par rapport à leur installation, par rapport à leur autorisation. Nous nous accompagnons seulement les auto-écoles. Oui, mais vous pouvez attirer l'attention de la DGTT si vous vous rendez compte qu'effectivement, à ce niveau, il y a un problème. Est-ce que vous allez justement vers eux pour pouvoir sensibiliser et voir comment améliorer la chose? Ça, c'est vrai, ça se fait. Et tel que tu l'as, ça se fait parce qu'on a un creuset d'échange. Auto-école, DTT, tous ceux qui interviennent dans le maillon de la sécurité routière, on échange sur le problème et on trouve des solutions, on trouve des réponses par rapport aux observations que nous faisons sur la route pour pouvoir améliorer un peu la circulation. Maintenant, si vous aviez un appel à lancer à l'endroit de ces moniteurs d'auto-école, de ces promoteurs d'auto-école, en tant que représentant du CNSR sur ce plateau, ce serait quoi? Oui, c'est de leur demander de faire bien leur travail. Parce qu'en ne le faisant pas, ils créent beaucoup de dangers sur la route. Ils croient qu'ils font du bien aux candidats, mais ils ne font pas du bien aux candidats. Parce que celui que tu présentes et il réussisse, et il a le permis, il se met sur la voie, c'est ton frère qui ira trouver
qui va percuter. Oui, c'est ça, c'est le problème ça. C'est un danger. C'est un danger. Ça veut dire que de ne pas croire que je l'ai aidé et il est parti, mais de croire aux conséquences que cela pourrait engendrer dans la circulation. Donc, c'est de leur demander de faire bien leur travail pour que nous autres, au CNSR, quand on va se retrouver sur la route, dans les gares routières, qu'on puisse porter le message, que les gens puissent nous comprendre pour pouvoir changer de comportement sur la route. D'accord. Heureuse Anondé, ce sera tout Ce pour sera ce plateau d'Auto-Savoir sur l'auto-école. Demain, nous allons recevoir un promoteur d'auto-école ici pour comprendre exactement comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il s'installe, quels sont les problèmes auxquels eux-mêmes ils sont confrontés. On en recevra sur ce plateau pour en parler. Donc, c'est une semaine, je dirais, consacrée... Non, c'est juste 2 jours. 2 jours, le 14 février est un jour sacré, heureuse Anondé. Donc, il faut dire que le 14 sera aux couleurs de la Saint-Valentin. Mais alors, il y aura 14 février Saint-Valentin là dans auto-école ou comment ça va se passer? C'est un sujet à part. Le 14 février, les téléspectateurs seront servis sur la Saint-Valentin. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, Ania Toubelo, déjà pour l'initiative. Le temps de vous retrouver demain pour parler encore auto-école, mais là, avec un promoteur d'auto-école, nous allons remercier M. Dayonvi, Éric Dayonvi, qui est un habitué du plateau. On se dit bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, et voilà, le grand rendez-vous s'achève ici même avec Autant Savoir. Le temps de vous retrouver demain pour un autre numéro. Nous allons vous demander de suivre un rappel, la météo. Et c'était donc la météo qui vient mettre un terme au grand rendez-vous de ce soir. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention à nous accorder depuis 19h. On est encore ensemble demain pour un autre numéro du grand rendez-vous pour votre plaisir. D'ici à là, portez-vous très bien.